Dans les couloirs stériles et impitoyables du Mercy General Hospital, le silence était un luxe et la faiblesse était synonyme de sang dans l'eau. Pour les résidents arrogants et le chef ambitieux du service de traumatologie, Mattie Jensen n'était qu'une infirmière d'âge mûr qui boitait fortement et possédait une épaisse collection de chaussures orthopédiques. Ils se moquaient de sa démarche lente. Ils riaient de son silence. Ils essayaient de la pousser vers la sortie, mais ils ne savaient pas que la jambe qu'elle traînait n'avait pas été blessée dans un accident de voiture ou une chute. Elle avait été brisée dans une vallée de Kandahar alors qu'elle sauvait la vie de leurs héros. Ils allaient bientôt apprendre qu'il ne faut jamais juger un guerrier à ses cicatrices. Le bruit était distinct. Ce n'était pas le grincement de semelles en caoutchouc sur du linoléum ciré, ni le claquement sec de talons hauts. C'était une cadence rythmée et irrégulière qui résonnait dans l'aile traumatologique du Mercy General. Pas traîner, pas traîner. Mattie Jensen ne levait pas les yeux tandis qu'elle poussait le chariot de médicaments dans le couloir. Elle gardait les yeux fixés sur les dossiers, le visage impassible. Elle avait 42 ans, mais les rides autour de ses yeux et les mèches argentées qui parsemaient ses cheveux bruns la faisaient paraître plus âgée. Elle portait une blouse ample et sa jambe gauche était enveloppée dans une épaisse attelle de soutien qui disparaissait dans une lourde botte orthopédique noire. « Voici Hopperong. » Une voix murmura depuis le poste des infirmières. Mattie l'entendit. Elle l'entendait toujours. Mais elle ne broncha pas. Elle vérifia simplement la posologie du patient de la chambre 304, un jeune homme qui se remettait d'un accident de moto. « Sois gentille, Jessica. » Une autre voix gloussa, mais sans aucune gentillesse dans le ton. C'était le docteur Brock Sterling, le nouveau chef du service des urgences. Il était jeune, brillant, et avait un ego qui passait à peine par les doubles portes des urgences. Elle avance à son propre rythme. Nous ne pouvons pas tous être faits pour la vitesse. La vitesse sauve des vies, docteur. Jessica, la chef infirmière, répondit avec un sourire narquois en faisant tournoyer un stylo. Je dis simplement que s'il y a un code bleu à l'autre bout du service, le temps que Mattie arrive, le patient touchera sa pension. Des rires parcoururent le poste. Mattie serra la poignée du chariot jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, mais elle ne s'arrêta pas. Elle entra dans la chambre 304, laissant la cruauté derrière elle. À l'intérieur, un patient de 19 ans nommé Toby leva les yeux. Il souffrait, la jambe surélevée en traction. « Ça va, Mattie ?» demanda Toby. Il était l'un des rares à l'apprécier. Elle était douce lorsqu'elle changeait ses pansements et savait exactement comment positionner les oreillers pour soulager la pression sur sa fracture sans qu'il ait besoin de le demander. « Ça va, Toby ?» répondit Mattie d'une voix rauque, comme si elle ne l'utilisait pas assez. « C'est l'heure de tes antibiotiques. À combien est ton niveau de douleur? »« À 6, mais ça va mieux quand c'est toi qui es de garde. » Les autres, ils se précipitent. « Se précipiter mène à des erreurs, » murmura Mattie en injectant le médicament dans son port intraveineux. Ses mains, contrairement à ses jambes, étaient fermes, d'une stabilité à toute épreuve. Ses mouvements étaient d'une précision presque mécanique. Aucune énergie gaspillée. Chaque geste avait un but. Alors qu'elle travaillait, l'interphone grésilla. Dr. Sterling à traumatologie 1. Dr. Sterling à traumatologie 1. Plusieurs blessures par balle en route, des blessures par balle. Mattie finit de s'occuper de Toby et ressortit dans le couloir. L'énergie dans la salle des urgences avait changé. Un chaos contrôlé s'installait. Le docteur Sterling aboyait des ordres, sa blouse blanche flottant derrière lui alors qu'il se dirigeait vers le parking des ambulances. Jessica le suivait de près, son bloc-notes à la main. « Jensen !» cria Sterling sans se retourner. « Nous avons besoin d'aide. Allez aussi aux traumatologies et essayez d'arriver avant que le patient ne se vide de son sang. D'accord ?» Mattie ne répondit pas. Elle se contenta d'avancer. Elle déplaça son poids, ignorant la douleur lancinante dans son fémur gauche, souvenir d'une arête irrégulière dans la vallée de Peak, et força son corps à adopter un rythme plus rapide. Sa boiterie devint plus prononcée, chaque pas l'entraînant dans une violente embardée, mais elle réduisit la distance. Le traumatisme d'eux était un véritable chaos. Le patient était victime d'une fusillade au volant, un homme d'une trentaine d'années présentant une blessure par balle à la cuisse. Hémorragie artérielle. Faites pression sur la fémorale, Dr. Reynolds. Un interne de 2e année cria, l'air paniqué. Le sang jaillissait en un arc élevé, recouvrant le sol.
Mattie fut immédiatement sur place. Elle n'attendit pas de mettre des gants. Elle attrapa une pile de compresses et appuya tout son poids sur l'aine de l'homme, trouvant le point de pression avec un instinct qui contournait la pensée consciente. « J'ai besoin d'un garrot », dit Mattie. Sa voix n'était pas forte, mais elle transperçait le bruit comme un couteau, haut et serré. « Maintenant, nous devons le clamper », argumenta Reynolds, en manipulant maladroitement les instruments. « Vous ne pouvez pas voir la source du saignement, docteur. Appliquez le garrot, ou il mourra dans 30 secondes, » ordonna Mattie. Ses yeux étaient plissés, formant 2 tunnels sombres. Reynolds hésita, stupéfait par l'autorité dont faisait preuve l'infirmière handicapée, mais il vit le sang s'accumuler. Il attrapa le garrot et le serra à l'endroit indiqué par Mattie. Le saignement ralentit puis s'arrêta. « Bien, » dit Mattie, qui finit par attraper des gants dans le distributeur mural d'une main tout en maintenant la pression de l'autre. Maintenant, posez une perfusion. 2 perfusions à gros calibre, 18 gauges. Il est en état de choc. À ce moment-là, le docteur Sterling entra, après avoir stabilisé son patient en traumatologie 1. Il regarda le sang sur le sol, puis Mattie. « Jensen, pourquoi n'êtes-vous pas correctement équipé? » s'écria Sterling en voyant ses mains nues et ensanglantées. « Nous sommes dans un environnement stérile, pas dans une boucherie. » Il saignait de manière artérielle. « Docteur, » dit calmement Mattie en reculant tandis que les infirmières s'occupaient des perfusions. « La stérilité n'a pas d'importance pour un cadavre. » Sterling serra les mâchoires. Il détestait être corrigé, surtout par elle. « Allez vous nettoyer. Jensen, la prochaine fois, suivez le protocole. Si tu infectes mon patient parce que tu as mis trop de temps à enfiler tes gants, je te ferai retirer ta licence. » Mattie le regarda. Pendant une fraction de seconde, une lueur dangereuse apparut dans ses yeux. Un regard qui avait affronté des choses bien plus terrifiantes qu'un médecin arrogant issu d'une université prestigieuse. Mais elle cligna des yeux et cette lueur disparut. « Oui, docteur, » dit-elle doucement. Elle se retourna et s'éloigna en boitant, le cliquetis de ses bottes marquant sa retraite. La salle de pause était vide, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et de l'odeur de café rassis. Mattie s'assit sur une chaise en plastique, la jambe gauche tendue devant elle. Elle détacha le velcro supérieur de sa lourde botte pour soulager la pression. La peau sous son pantalon médical était couverte de cicatrices violettes et irrégulières, s'enroulant autour de la tige métallique qui avait remplacé son os brisé. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Le bruit des pales du rotor, l'odeur de diesel brûlé et de cuivre, les cris des médecins. « Nous avons besoin d'un médecin », résonnant sur les parois du canyon. Une garde difficile. Mattie ouvrit brusquement les yeux. C'était le docteur Holloway, l'anesthésiste plus âgé. C'était un homme gentil, proche de la retraite, et la seule autre personne de l'hôpital qui la traitait avec un respect sincère. « Comme d'habitude, » répondit Mattie en refermant rapidement sa botte. Elle n'aimait pas que les gens voient sa vulnérabilité. « Sterling vous mène la vie dure, » observa Holloway en se servant une tasse de café. « C'est un bon chirurgien, techniquement parlant, mais il manque de recul. »« Il est jeune, » rétorqua Mattie. « Il pense que la médecine consiste à être la personne la plus intelligente dans la pièce. »« Et vous ?» demanda Holloway en s'appuyant contre le comptoir. « Vous ne parlez jamais de l'endroit où vous avez appris à appliquer un toricette comme ça. J'ai vu les images de la caméra dans la salle de traumatologie 2. Ce n'était pas une formation d'école d'infirmière, Mattie. C'était de la mémoire musculaire. » Mattie se leva, testant son poids. « J'ai travaillé dans un service d'urgence très fréquenté à Chicago avant cela. On y voit beaucoup de choses. » C'était le mensonge qu'elle racontait toujours. Il était suffisamment proche de la vérité pour être crédible, mais suffisamment vague pour éviter des questions. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle avait été lieutenant dans le corps infirmier de la marine, attachée à une équipe de soutien culturel qui travaillait aux côtés des SEAL et des Rangers. Elle ne pouvait pas lui dire que sa mémoire musculaire venait du fait d'avoir soigné des garçons qui avaient été déchiquetés par des engins explosifs improvisés dans la boue, tout en essuyant des tirs depuis les crêtes. Cette vie était terminée. Elle avait été réformée pour raisons médicales, avec une Purple Heart et une jambe brisée qui ne guérirait jamais vraiment. Maintenant, elle voulait juste faire son travail et rentrer chez elle, dans son appartement vide. Elle retourna dans la salle. Le service s'éternisait. Il était 2 heures du matin, l'heure creuse.
celle où les pires cauchemars de la ville franchissaient généralement les portes. Jessica était au poste, en train de chuchoter à l'oreille d'un groupe d'internes. Lorsque Matty s'approcha, il se tut en souriant. « Oh, regardez, elle est de retour !» dit Jessica assez fort pour être entendue. « Tu as fait une sieste, Matty? On sait que tu mets du temps à te mettre en route. L'inventaire des chariots d'urgence est-il terminé? » demanda Matty, ignorant de la pique. « Je t'ai confié cette tâche, » dit Jessica innocemment. « Comme tu ne peux pas vraiment courir pour répondre aux urgences, j'ai pensé que tu pourrais t'occuper de la paperasse et du stock. Cela correspond mieux à tes capacités. » C'était une rétrogradation. Le réapprovisionnement des chariots d'urgence était un travail pour une étudiante de première année, pas pour une infirmière chevronnée. « Très bien, » dit Matty. Elle prit le bloc-notes. Elle passa les 3 heures suivantes à vérifier systématiquement chaque chariot d'urgence des urgences. Elle était minutieuse. Elle vérifia les dates d'expiration de l'épinéphrine, s'assura que les lames du laryngoscope avaient des piles qui fonctionnaient et organisa les tiroirs avec une précision obsessionnelle. Alors qu'elle terminait le chariot près de la baie des ambulances, le téléphone rouge du bureau de garde sonna. C'était la ligne directe du centre d'appel d'urgence. Jessica répondit d'un air ennuyé, mais en quelques secondes, son visage pâlit. Elle se redressa. Répétez. « Combien? » Le docteur Sterling passait par là en faisant défiler son tablette. Il s'arrêta en voyant le visage de Jessica. « Qu'y a-t-il? » Jessica raccrocha le téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Accident avec de nombreuses victimes. Un bus charter s'est renversé sur l'autoroute. Plusieurs blessés graves. On estime à 30 le nombre de victimes. Le premier transport est prévu dans 5 minutes. L'arrogance de Sterling s'évanouit, remplacée par l'adrénaline du commandement. Très bien, tout le monde, écoutez-moi. Nous avons un accident avec de nombreux blessés. Libérez les salles de traumatologie. Je veux que toutes les infirmières et tous les médecins disponibles se rendent à l'étage. Appelez les chirurgiens de garde. Allez, dépêchez-vous. Les urgences se mirent en effervescence. Les gens couraient, criaient des ordres, attrapaient des brancards. Matty se tenait près du chariot d'urgence qu'elle venait de remplir. Elle voyait la panique monter dans les yeux des jeunes infirmières. Elle voyait Reynolds hyperventilé près de l'évier. « Matty !» cria Sterling à travers la pièce. « Ne reste pas là. Nous avons besoin d'espace. Va déplacer les patients non critiques dans la salle d'attente. Fais-les sortir des lits. » C'était un travail pénible que de faire sortir les gens, mais Matty acquiesça. Elle s'y mit. Elle commença à déplacer les patients, ses jambes lourdes, mais son rythme implacable. Elle libéra 4 lits en 3 minutes, puis les portes s'ouvrirent brusquement. La première vague d'ambulanciers arriva en courant. Un homme d'une 50aine d'années avec une blessure grave à la poitrine. Une femme d'une 20aine d'années, fracture ouverte, traumatisme crânien. Le bruit était assourdissant. Crise de douleur, bips des moniteurs, crise des médecins. Matty aidait une femme âgée à s'installer dans un fauteuil roulant lorsqu'elle l'a vue. Une équipe d'ambulanciers poussait une civière, l'air affolé. Sur le lit se trouvait une jeune fille, âgée d'environ 7 ans. Elle était grise, inerte et couverte de sang. « Nous avons perdu son pouls », a crié le médecin. « Elle est en arrêt cardiaque. Il nous faut une salle. La salle de traumatologie 1 est pleine. » Jessica lui répondit en criant, l'air dépassé. « La salle de traumatologie 2 est pleine. Mettez-la dans le couloir. » Le docteur Sterling était occupé dans une cavité thoracique dans la salle de traumatologie 1. Il n'y avait aucun médecin disponible. Les ambulanciers freinèrent brusquement la civière au milieu du couloir. L'un d'eux se précipita pour commencer les compressions. Matty regarda autour d'elle. Pas de résidents, pas de médecins. Ils étaient tous débordés. La petite fille allait mourir dans un couloir faute de personnel. Matty abandonna le fauteuil roulant. Cette fois, elle ne boitait pas. Elle se précipita en avant, ignorant la douleur qui lui parcourait la jambe. Elle atteignit la civière. Arrêtez les compressions, vérifiez le rythme cardiaque, aboya Matty. Le secouriste la regarda. « Qui êtes-vous? »« C'est moi qui vais sauver cette fille, » grogna Matty. Elle regarda le moniteur. Fibrillation ventriculaire. Choquez-la. 4 bijoux par kilo, chargés à 100. Il nous faut l'autorisation d'un médecin. J'ai dit de charger, rugit Matty. C'était de la voix d'un commandant. La voix qui avait ordonné aux marines de se mettre à couvert. Le médecin chargea les palettes. Dégagez. Boum! Le corps de la fille se cambra. Reprenez les compressions, ordonna Matty.
Elle attrapa le ballon de ventilation. Il faut dégager les voies respiratoires. Elle ne respire pas. Elle inclina la tête de la jeune fille. La gorge était enflée, écrasée par la ceinture de sécurité. Les voies respiratoires sont obstruées. Je ne peux pas l'intuber. Il faut une voie respiratoire chirurgicale. Où est-ce le médecin? Cria le médecin en regardant autour de lui. Matty regarda vers la salle de traumatologie. Sterling criait à propos d'une hémorragie. Il ne viendrait pas. Passez-moi un scalpel, dit Matty. Vous êtes infirmière. Jessica apparut à ses côtés, les yeux écarquillés. Vous ne pouvez pas pratiquer une cryotomie. C'est illégal. Vous irez en prison. Elle a 2 minutes avant la mort cérébrale, dit Matty, la main tendue. Donnez-moi ce fichu scalpel, Jessica. Non, je ne participerai pas à cela. Jessica recula. Matty n'hésita pas. Elle fouilla dans le sac de traumatologie posé sur la civière, ouvrit un kit stérile et prit une lame numéro 10. Tenez sa tête, dit Matty au médecin. D'une main ferme, Matty palpa le petit cou et trouva la membrane cricoïde. C'était difficile sur un enfant, presque impossible dans un couloir chaotique. Mais Matty l'avait déjà fait à l'arrière d'un hélicoptère Black Hawk en pleine turbulence. Elle pratiqua l'incision. Le sang a jailli. Elle l'a ignoré, cherchant l'ouverture. Elle a inséré le tube. « Ventilez-la », a dit Matty. Le médecin a pressé le ballon. La poitrine de la petite fille s'est soulevée. « Nous avons un pouls », a crié le médecin. Le rythme sinusal revient. La saturation remonte. Matty a expiré, les épaules légèrement affaissées. Elle a fixé le tube avec du sparadrap. Soudain, une main attrapa son épaule et la fit pivoter. C'était le docteur Sterling. Il avait du sang sur sa blouse et la fureur dans les yeux. « Qu'est-ce que vous faites ?» siffla Sterling en regardant le scalpel dans sa main et le tube dans le cou de la fillette. « Vous venez d'opérer une patiente sans la présence d'un médecin? » Elle était en arrêt cardiaque. Ses voies respiratoires étaient obstruées, répondit Matty d'une voix neutre. « Elle est en vie. Je m'en fiche !» cria Sterling assez fort pour que tout le couloir l'entende. Le chaos s'interrompit momentanément. « Vous êtes infirmière. Vous n'êtes pas une chirurgienne. Vous êtes un handicap avec une jambe blessée qui vient de commettre une faute professionnelle. Sortez de mes urgences. Docteur, elle l'a sauvée. » Le médecin tenta d'intervenir. « Sortez. » Sterling désigna les portes de sortie. « Vous êtes suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Rentrez chez vous, Jensen, avant que je ne fasse appel à la sécurité pour vous expulser. » Matty le regarda. Elle regarda la petite fille dont la poitrine se soulevait et s'abaissait rythmiquement. Elle regarda Jessica, qui souriait dans un coin. Matty défit sa blouse. Elle la jeta dans la poubelle pour déchets biologiques. Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle se redressa simplement, se retourna et commença la longue marche vers la sortie. Pas traînant les pieds, pas traînant les pieds. Le bruit résonnait dans le silence de la salle des urgences stupéfaite. Le silence dans l'appartement de Mathieu était différent du silence à l'hôpital. À Mercy, le silence général était un prédateur prêt à bondir. Ici, dans son petit appartement d'une chambre sans ascenseur à la périphérie de la ville, le silence était une lourde couverture. Matty était assise sur le bord de son canapé beige usé, la jambe gauche surélevée sur 3 oreillers. Elle avait retiré sa botte prothétique. Sa jambe palpitait d'un rythme sourd et écœurant, lui rappelant les sols en béton qu'elle avait martelés pendant 12 heures, mais la douleur physique était supportable. Elle avait une grande tolérance à la souffrance. C'était la honte qui la brûlait. Elle décrocha le téléphone. Elle devait appeler son propriétaire. Sans ses gardes à l'hôpital, elle ne pourrait pas payer son loyer le mois prochain. « Je suis désolé, Monsieur Henderson. » Elle répéta ces mots dans la pièce vide. « J'ai eu un contretemps. » Elle reposa le téléphone. Elle n'y arrivait pas. « Pas encore. » À la place, elle attrapa la petite boîte en bois rangée sur l'étagère du bas de sa bibliothèque, cachée derrière une rangée de thrillers en format poche. Elle ouvrit le loquet. À l'intérieur, posé sur du velours bleu, se trouvaient une étoile d'argent et un cœur violet. À côté d'eux, il y avait une photo défraîchie d'une jeune Matty couverte de poussière, son bras enroulé autour d'un homme barbu massif vêtu d'une tenue multicam. Ils souriaient tous les deux, mais leurs yeux étaient vieux. Elle traça le visage de l'homme sur la photo. « J'ai essayé, commandant, » murmura-t-elle. « J'ai essayé de faire profil bas. » Pendant ce temps, à l'hôpital Mercy General, l'histoire était en train d'être réécrite.
Le soleil matinal inondait le luxueux bureau d'angle de Harlan Pendergast, l'administrateur de l'hôpital. C'était un homme qui se souciait davantage de l'assurance responsabilité civile et des galas de donateurs que des résultats des patients. Assis en face de lui se trouvait le docteur Brock Sterling, l'air frais et parfaitement calme. « C'est vraiment une tragédie », dit Sterling en se calant dans son fauteuil en cuir et en faisant tourner une tasse d'espresso. Jensen a toujours été instable. J'ai essayé de la guider. J'ai essayé d'être patient avec ses limites, mais le fait qu'elle ait pratiqué une intervention chirurgicale sur les voies respiratoires d'un patient pédiatrique relève de la négligence criminelle. Pendergast essuya la sueur de son front. Mais la petite fille, la Phil Davidson, elle a survécu. Elle a survécu parce que je suis arrivé quelques secondes plus tard pour stabiliser ses voies respiratoires et gérer le traumatisme post-opératoire. Sterling mentit avec aisance. Il ne cligna pas des yeux. Jensen a paniqué. Elle a tailladé la gorge. J'ai dû réparer les dégâts. Si je n'étais pas intervenu, les parents nous poursuivraient en justice pour homicide involontaire. Pendergast acquiesça rapidement. Il voulait y croire. Licencier une infirmière indélicate était facile. Admettre que l'hôpital manquait de personnel et qu'une infirmière avait dû faire le travail d'un médecin était un cauchemar en termes de relations publiques. Les parents sont dehors. Pendergast dit « Les Davidson veulent remercier le médecin qui a sauvé leur fille. » Sterling se leva en boutonnant sa blouse blanche. Il vérifia son reflet dans la vitrine. « Je m'en occupe. Il vaut mieux qu'ils ne sachent pas qu'une infirmière dérangée a failli tuer leur enfant. » Sterling se dirigea vers la salle d'attente. Les Davidson étaient un couple aisé, bien connu dans les cercles sociaux de la ville. Madame Davidson pleurait doucement, un mouchoir à la main. Monsieur Davidson, un homme grand vêtu d'un costume sur mesure, leva les yeux lorsque Sterling s'approcha. « Docteur Sterling ?» demanda Monsieur Davidson en lui tendant la main. « Ils nous ont dit que c'était vous. » Sterling lui serra la main d'une poigne ferme avec un sourire étudié. « J'étais le médecin traitant. Oui, la situation était chaotique. Votre fille est une battante. Les ambulanciers ont dit que quelqu'un avait accompli un miracle dans le couloir, dit Madame Davidson, en saisissant la main de Sterling. Ils ont dit que sa gorge était écrasée, que vous l'aviez ouverte pour lui permettre de respirer. Le sourire de Sterling ne faiblit pas, mais son regard se durcit légèrement. Nous faisons ce que nous devons faire. C'était une décision difficile, mais je ne pouvais pas la laisser partir. Merci, sanglota-t-elle. Merci d'avoir sauvé ma Lily. Sterling accepta leur gratitude. Il accepta les embrassades. Il accepta la promesse d'un don substantiel au service de traumatologie. Il ne ressentait aucune culpabilité. Dans son esprit, c'était lui le héros. Mattie n'était qu'un outil, un instrument défectueux dont il s'était finalement débarrassé. Plus tard dans l'après-midi, Jessica trouva Sterling dans la salle de pause. « Tu leur as dit que c'était toi qui avais fait le tour de passe-passe ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. Elle ne semblait pas désapprouvée. Elle semblait impressionnée par son audace. « Je suis le chef du service de traumatologie, Jessica. Tout ce qui se passe à cet étage relève de ma responsabilité. C'est pourquoi je l'ai fait, » répondit Sterling en mordant dans un bagel. « De toute façon, qui vont-ils croire? Le chirurgien diplômé d'une université prestigieuse ou la vieille fille boiteuse qui vit dans un studio? » « Elle vide son casier demain, » dit Jessica avec un sourire narquois. « La sécurité l'accompagne. J'ai hâte de la voir partir d'ici pour de bon. Bon débarras, » marmonna Sterling. Elle était une source de distraction. Ils ne savaient pas que les rouages du destin étaient déjà en marche. Ils ne savaient pas qu'un appel téléphonique avait été passé depuis la ligne sécurisée d'une base à Virginia Beach. Un appel déclenché par une reconnaissance faciale sur une caméra de sécurité de l'hôpital qui avait été signalé par une agence fédérale surveillant le statut des anciens combattants. Le prédateur n'était pas le silence dans l'appartement de Mathieu. Le prédateur arrivait par l'autoroute dans un convoi de SUV noirs. 2 jours plus tard, l'atmosphère au Mercy General était tendue. L'incident avec l'infirmière était devenu le sujet de ragots étouffés. La plupart du personnel croyait la version de Sterling, selon laquelle Maddie avait craqué et avait failli tuer un enfant. Les quelques personnes qui connaissaient la vérité, comme l'ambulancier qui était présent, avaient trop peur de Sterling pour parler. Mattie arriva à 10 heures du matin. Elle ne portait pas de blouse. Elle était vêtue d'un jean foncé et d'un simple pull gris. Elle marchait avec sa canne aujourd'hui,
La douleur dans sa jambe s'étant intensifiée à cause du stress. Elle s'arrêta au bureau de la sécurité. « Je suis venu vider mon casier. » Elle s'adressa au gardien, un homme nommé Frank, qui avait toujours été gentil avec elle. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. « Je dois vous accompagner, Matty. Ce sont les ordres de Pendergast, » marmonna Frank. « Je comprends, Frank. Finissons-en. » Ils parcoururent le long couloir menant au vestiaire. En passant devant la salle de traumatologie, elle aperçut Sterling et Jessica qui riaient près du poste des infirmières. Elle se turne lorsqu'elle le passa. « N'oublie pas tes semelles orthopédiques, Matty, » lui lança Jessica d'une voix mielleuse. « Je ne voudrais pas que tu trébuches en allant à la caisse d'assurance chômage. » Matty s'arrêta. Elle se retourna lentement. Pour la première fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle regarda Jessica droit dans les yeux. « Fais attention, Jessica, » dit Matty doucement. « Le sol est glissant quand on se tient debout dans l'autant de boue. » Jessica eut le souffle coupé, offensée. Mais avant qu'elle n'ait pu répliquer, le sol sembla vibrer. Cela commença par un grondement sourd, plus ressenti dans la poitrine qu'entendu. Puis le bruit de moteurs puissants emplit l'air à l'extérieur des portes coulissantes en verre de l'entrée principale. Les têtes se tournèrent. Les patients dans la salle d'attente se levèrent. À travers la vitre, 3 énormes SUV noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale s'arrêtèrent dans un crissement de pneus dans la zone réservée aux ambulances, bloquant l'entrée. Les portes s'ouvrirent en même temps. 6 hommes en sortirent. C'étaient des géants. Ils portaient des vêtements civils tactiques, des pantalons cargo, des t-shirts moulants qui soulignaient leurs muscles et des lunettes de soleil Oakley. Ils se déplaçaient avec une fluidité qui trahissait une violence contenue. Mais c'est l'homme qui est sorti du premier véhicule qui imposait le plus le respect. Il portait un uniforme de service de la marine, bleu, impeccable et impeccablement coupé. Les galons dorés sur ses manches l'identifiaient comme capitaine, un officier supérieur, équivalent à un colonel dans l'armée. Sa poitrine était couverte de rubans. Le pins Budweiser en forme de trident brillait au-dessus de sa poche gauche. Il a retiré ses lunettes de soleil. Son visage était marqué, bourriné et terrifié. Absolument personne, car il ressemblait à un homme qui avait fait la paix avec la mort il y a des années. C'était le capitaine James Riker, commandant d'une unité d'intervention de niveau 1. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement. Les 6 hommes en tenue tactique entrèrent les premiers, se déployant en éventail pour sécuriser le périmètre du hall. Ils ne dégainèrent pas leurs armes, mais leurs mains restèrent près de leur ceinture. Les agences de sécurité de l'hôpital se figèrent. Frank posa la main sur sa radio, mais n'osa pas parler. Le capitaine Riker marcha jusqu'au centre du hall. Ses bottes sur le carrelage résonnaient comme des coups de marteau. L'administrateur Pendergast sortit en courant de son bureau, sa cravate flottant au vent. Le docteur Sterling le suivait, l'air agacé par cette perturbation. « Excusez-moi, Queena Pendergast. Vous ne pouvez pas vous garer ici. C'est une zone réservée aux véhicules d'urgence. Qui êtes-vous? » Le capitaine Riker ignora complètement Pendergast. Il balaya la pièce du regard, les yeux perçants comme des lasers. « Je cherche le chef du service des urgences, » tonna Riker. Sa voix grave et profonde résonna jusqu'au fond de la cafétéria. Sterling redressa sa veste. Il s'avança, un sourire suffisant aux lèvres. Il supposa qu'il s'agissait d'une visite VIP. Peut-être qu'un sénateur avait été blessé ou qu'un général avait besoin d'une opération chirurgicale discrète. C'était son heure de gloire. « Je suis le docteur Brock Sterling, chef du service des traumatismes », annonça Sterling en tendant la main. « Comment puis-je aider la marine américaine? » Riker regarda la main de Sterling, puis son visage. Il ne la serra pas. « C'est vous qui dirigez ce service? » demanda Riker. « Oui, » répondit Sterling en retirant sa main, légèrement irrité. « Je dirige ce service. Bien. » Riker dit, « Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi la femme qui a sauvé la vie de ma filleule est actuellement escortée par la sécurité comme une criminelle. » La pièce devint silencieuse. Sterling cligna des yeux. « Je vous demande pardon. Ma filleule. » Riker répéta d'une voix grave, devenant menaçant. « Lily Davidson. Son père est mon ancien commandant de peloton. Je viens de lui parler au téléphone. Il m'a dit que l'hôpital affirme que vous l'avez sauvée. » Sterling pâlit. « Eh bien, oui, c'était une procédure complexe. » « Une procédure complexe? »
interrompit Wrecker. Une cryocoyotrotomie réalisée avec une lame numéro 10 en moins de 30 secondes sur une patiente pédiatrique dans un couloir. Ce n'est pas une procédure enseignée à la faculté de médecine, docteur. C'est une modification de champ de bataille. C'est un protocole de mort évitable enseigné dans très peu d'endroits sur Terre. Riker s'approcha de Sterling. Le médecin recula. J'ai récupéré les images de vidéosurveillance de vos serveurs il y a 10 minutes. Riker dit, nous avons une autorisation de haut niveau. J'ai regardé la vidéo. Pendergast avait l'air sur le point de vomir. Vous avez piraté nos serveurs. Nous les avons surveillés, corrigea Riker. Et j'ai vu un homme en blouse blanche debout dans la salle de traumatologie pendant qu'une petite fille mourait. Et j'ai vu une femme avec une jambe blessée entrer et accomplir l'œuvre de Dieu. Riker se détourna de Sterling, Sterling le rejetant comme s'il s'agissait d'un insecte. Il scruta à nouveau la foule. « Où est-elle? » cria Riker. « Où est-ce la Wraith? » Le personnel avait l'air perplexe. « La Wraith? » murmura quelqu'un. « Nous n'avons personne de ce nom, » balbutia Pendergast. « Nous avons seulement... nous avons licencié l'infirmière Jensen. » Les yeux de Riker se posèrent sur le couloir où Matty se tenait figé, serrant sa canne. Le visage terrifiant du capitaine s'adoucit. Le masque du commandement s'effrita pendant une fraction de seconde, révélant un profond soulagement. « Attention sur le pont! » cria Riker. Instantanément, les 6 hommes massifs en tenue tactique se mirent au garde-à-vous. Leurs talons claquèrent. Ils se tinrent raides comme des statues de pierre. Riker marcha vers Matty. Il ne marchait pas comme un VIP. Il marchait comme un soldat s'approchant d'un sanctuaire. Sterling regarda sa bouche s'ouvrir. « Que fais-tu? » « Ce n'est qu'une infirmière. C'est une... » Riker s'arrêta. Il se retourna si vite que Sterling sursauta. Un Riker cracha le mot. « Tu penses qu'elle boite parce qu'elle est faible? Elle boitait parce qu'elle avait reçu une balle de 7,62 mm dans le fémur, alors qu'elle me traînait sur 300 mètres dans la vallée de Korongo. » Un murmure parcourut le hall. Jessica se couvrit la bouche. Riker se retourna vers Matty. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. Matty tremblait. Elle n'avait pas été regardée ainsi depuis 10 ans. Elle n'avait pas été vue. « Bonjour, Matty, » dit Riker doucement. « Bonjour, Jamie, » murmura-t-elle. Le capitaine Riker, un homme qui avait commandé des équipes SEAL, un homme qui avait des médailles qui ne pouvaient être répertoriées dans les registres publics, leva lentement la main droite. Il la salua. Ce n'était pas un salut rapide, c'était un salut lent, prolongé, respectueux, un salut réservé aux supérieurs, un salut réservé aux légendes. « Lieutenant-commandant, » dit Riker formellement, « ça fait longtemps. » Le hall du Mercy General était paralysé. Les seuls bruits étaient le ronronnement des distributeurs automatiques et la respiration haletante du Dr Sterling, qui semblait souffrir d'un problème cardiaque. « Lieutenant-commandant, » murmura Jessica à l'infirmière à côté d'elle. « Matty est un officier. » Riker maintint son salut pendant 10 secondes avant de baisser la main. Il fit signe aux hommes derrière lui. « Vous vous souvenez des garçons, n'est-ce que pas, madame? » demanda Riker. Les 6 hommes s'avancèrent. Ce n'étaient pas de simples soldats, c'était l'élite. Et un par un, ils s'approchèrent de Matty. Le premier, un géant barbu avec une cicatrice sur la joue, prit doucement la main de Matty. « Vous avez remis mes intestins dans mon ventre en 14. »« Madame, dit-il d'une voix chargée d'émotion, j'ai 3 enfants maintenant, j'ai appelé la plus jeune Mathilda. » Le deuxième homme s'avança. « Vous êtes resté éveillé pendant 72 heures d'affilée, en maintenant la pression sur mon artère fémorale, alors que l'hélicoptère médical ne pouvait pas atterrir à cause de la tempête. Je n'ai jamais pu vous remercier. » Des larmes coulaient sur le visage de Matty. Elle lâcha sa canne, mais ne tomba pas. Le premier soldat la rattrapa par le bras pour la stabiliser. « Je ne faisais que mon travail, » a répondu Matty, la voix étranglée. « Non, » a rétorqué Riker, d'une voix qui a résonné dans toute la pièce. Il s'est tourné vers le personnel hospitalier, s'assurant que tout le monde l'entende. « Laissez-moi vous dire qui est cet homme, car il est clair que vous, bande d'idiots, n'en avez aucune idée. » Riker a pointé Matty du doigt. « Voici le lieutenant-commandant Mathilda Jensen, infirmière de la marine affectée au JSOK. Elle ne travaillait pas dans un hôpital confortable. Elle s'est portée volontaire pour les équipes de soutien culturel. Elle est allée là où nous sommes allés. Elle a enfoncé des portes avec nous. Et quand l'embuscade a eu lieu dans la vallée de Pêche,
celle où nous étions 40 contre 1, elle ne s'est pas cachée. Riker s'est approché du docteur Sterling et s'est mis face à lui. Sterling était acculé contre le comptoir de la réception. Nous avons essuyé des tirs nourris. Riker a raconté que ses yeux brûlaient Sterling. J'ai reçu 2 balles dans la poitrine et une dans la jambe. Je ne pouvais plus bouger. Nous étions coincés. L'ennemi se rapprochait. Et puis j'ai vu Mattie. Elle n'avait pas d'arme, elle avait un sac médical. Riker a fait un geste vers la jambe de Mattie. Elle a couru dans la zone de tir. Pas une fois, pas 2 fois, mais 6 fois. Elle a traîné 6 Navy SEALs blessés hors de la ligne de tir. Lors de sa dernière course, un sniper lui a brisé la jambe. Est-elle arrêtée? Non. Elle a rampé. Elle a rampé dans la boue, traînant un opérateur 200B alors qu'elle se vidait de son sang. Elle a refusé d'être évacuée tant que tous mes hommes n'étaient pas dans l'hélicoptère. C'est grâce à elle que je suis encore debout. C'est grâce à elle que nous sommes tous encore en vie. Riker s'est tourné vers Pendergast. Nous l'appelons le Spectre parce qu'elle se déplaçait sur le champ de bataille comme un fantôme, sauvant des vies là où personne d'autre ne pouvait le faire. Et vous? Riker regarda Sterling avec un dégoût évident. Vous vous êtes moqué de sa boiterie. Vous l'avez renvoyée pour avoir sauvé un enfant en utilisant les compétences qu'elle avait acquises au prix de son propre sang. Sterling tenta de parler. Je ne connaissais pas son dossier. Il disait simplement « infirmière de la marine ». Parce que son dossier a été expurgé, rétorqua Riker. Parce qu'elle est une professionnelle humble qui ne se vante pas d'être une héroïne, contrairement à certaines personnes. Riker fouilla dans sa poche et en sortit d'un téléphone. Il le brandit. Monsieur Pendergast, j'ai le secrétaire à la marine en ligne, ainsi que les Davidson. Ils sont très intéressés de savoir pourquoi une récipiendaire de la 2e plus haute distinction militaire de ce pays a été licenciée pour avoir sauvé une vie. Les genoux de Pendergast se sont dérobés sous lui. Il s'est agrippé au bureau pour ne pas tomber. La Navy Cross, Dr. Sterling, a étouffé Pendergast. Vous avez dit qu'elle était incompétente. Elle l'est, a crié Sterling, désespéré. Son ego luttait désormais pour sa survie. Elle a enfreint le protocole. C'est une infirmière. C'est moi le chirurgien ici. C'est moi qui rapporte de l'argent. C'est moi le visage de ce centre de traumatologie. Plus maintenant, une nouvelle voix s'est immiscée. C'était M. Davidson. Il était sorti de la salle d'attente, ayant entendu l'agitation. Il se tenait à côté du capitaine Riker. « Je fais partie du conseil d'administration de cet hôpital », dit M. Davidson d'une voix froide. « J'ai tout entendu. Dr. Sterling, vous m'avez menti en face. Vous vous êtes attribué le mérite d'avoir sauvé ma fille et vous avez dénigré un héros de guerre. Monsieur Davidson, je vous en prie, supplia Sterling. C'était un malentendu. Vous êtes renvoyé, dit Davidson, à effet immédiat. Prenez vos affaires et partez, et je vous dénoncerai au conseil médical pour avoir falsifié des dossiers médicaux. Vous ne pourrez plus jamais exercer la médecine dans cet état. Sterling regarda autour de lui. Les infirmières le fixaient avec haine. Jessica s'était discrètement éclipsée, disparaissant dans le bureau à l'arrière. Le gardien de sécurité, Frank, souriait. Sterling ôta sa blouse blanche, il la jeta par terre. Il essaya de rassembler un peu de dignité, mais en passant devant la rangée de Navy SEALs, il avait l'air petit, pathétique. Il se précipita vers les portes coulissantes, le bruit de ses chaussures coûteuses s'éloignant dans l'oubli. Riker se retourna vers Mattie. La colère disparut de son visage, remplacée par de la chaleur. « Madame, dit Riker, la marine a un programme de formation des infirmières de combat. La gestion avancée des traumatismes. Nous avons besoin d'un instructeur, quelqu'un qui a été sur le terrain, quelqu'un qui sait que les manuels ne s'appliquent pas toujours quand les balles sifflent. » Mattie s'essuya les yeux. « James, je ne peux plus courir. Je ne peux plus suivre le rythme des recrues. Nous n'avons pas besoin que vous couriez, Mattie. » Riker sourit. « Nous avons besoin que vous leur appreniez à se tenir debout. Nous avons besoin que vous leur appreniez à être vous. » Il lui tendit la main. « Le salaire est 3 fois supérieur à celui que vous touchez ici, avec tous les avantages sociaux. Et tu n'auras plus jamais à approvisionner un chariot d'urgence. Tu formeras la prochaine génération de héros. Qu'en dis-tu? » Mattie regarda les murs de l'hôpital, l'endroit qu'il avait traité comme un meuble. Puis elle regarda les frères qu'elle avait sauvés. Elle regarda sa jambe, source de sa honte, désormais révélée comme un insigne d'honneur. Elle redressa le dos.
Elle prit une profonde inspiration. Et pour la première fois depuis des années, la douleur fantôme dans sa jambe disparut. « Je suis d'accord. » Mattie sourit et prit la main de Riker. « Allons travailler. » Alors qu'elle sortait de l'hôpital flanquée de 6 Navy SEALs, tout le service des urgences, le personnel infirmier, les médecins, les aides-soignants et les patients se mirent à applaudir. Les applaudissements furent d'abord timides, puis devinrent tonitruants. Mattie Jensen ne boitait pas en marchant vers le SUV noir. Elle marchait d'un pas décidé. La victoire dans le hall de l'hôpital semblait définitive. Mais les guerres, qu'elles soient menées dans les vallées escarpées d'Afghanistan ou dans les salles de réunion raffinées de la médecine moderne, se terminent rarement après une seule bataille. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des débris à nettoyer. Pour Mattie Jensen, le silence qui suivit sa réhabilitation n'était pas paisible. Il était lourd, comme avant un orage imminent. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que le capitaine Riker et son équipe l'avaient extraite du Mercy General. Elle avait officiellement démissionné, mais la transition vers sa nouvelle vie à la base navale n'était pas aussi simple que de signer un contrat. Le docteur Brock Sterling, humilié et déchu de son poste, n'était pas du genre à se laisser faire. Tel un rat acculé, il riposta avec la seule arme qui lui restait, la bureaucratie. Mattie était assise dans le petit salon de son appartement, entourée de cartons à moitié emballés. La lettre était posée sur sa table basse, l'entête estampillée du sceau du Conseil médical de l'État. Objet: voie d'audience d'urgence, révocation de la licence d'infirmière. Plaignant: Dr. Brock Sterling, allégation. Négligence grave, exercice de la médecine sans licence. Détournement de stupéfiants. Il m'accuse d'avoir volé des médicaments, demanda Mattie, la voix tremblante d'une rage qu'elle n'avait pas ressentie depuis le Korangal. Le capitaine Riker se tenait près de la fenêtre, regardant la rue pluvieuse. Il n'était pas en uniforme aujourd'hui, il portait un jean et une chemise en flanelle, mais il occupait toujours la pièce comme un char d'assaut. « Il est désespéré, Mattie, » dit Riker en se tournant vers elle. « Il sait qu'il est fini. Il essaye de tout détruire avant de partir. Il prétend que ton comportement erratique et la cricoyotomie sont le résultat d'une addiction aux opiacés due à ta blessure à la jambe. Il veut te retirer ta licence pour que tu ne puisses plus travailler pour nous. »« Je suis clean, » dit Mattie d'un ton sec. « Je n'ai pas pris d'analgésiques depuis 4 ans. Je gère la douleur avec de la glace et du courage. Nous le savons. » « La marine le sait, » lui assura Riker. « Mais la commission d'État est civile. Ils doivent enquêter. L'audience a lieu demain. Nos avocats du JAG sont prêts à l'écraser. »« Mais je dois être là, » conclut Mattie. Elle regarda sa jambe. « Je dois me présenter devant eux et défendre ma vie à nouveau. » Riker s'approcha et s'agenouilla sur un genou, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Tu n'auras pas à le faire seul cette fois-ci. Les garçons voulaient venir, mais je leur ai dit qu'une salle d'audience n'était pas un endroit pour un peloton. Mais je serai là, je serai ton témoin de moralité. » L'audience eut lieu dans une salle de conférence stérile et sans fenêtre, dans la capitale de l'État. La climatisation vrombissait trop fort, un bourdonnement qui rappelait à Mattie les avions de transport. 5 membres du conseil d'administration étaient assis derrière une longue table en chêne. Ils avaient l'air fatigués et sceptiques. À l'autre table était assis le docteur Sterling. Il avait l'air hagard, les yeux rougis, mais son costume était toujours aussi cher et son sourire narquois toujours aussi présent. À côté de lui se trouvait un avocat hors de prix qui ressemblait à un requin dans son costume rayé. Madame Jensen, la présidente du conseil d'administration. Une femme sévère nommée Dr. Galloway prit la parole. « Nous sommes ici pour traiter d'allégations graves. Le docteur Sterling affirme que vous avez pratiqué une intervention chirurgicale invasive sur un patient pédiatrique sans autorisation et que vous l'avez fait alors que vous étiez potentiellement en état d'ébriété. »« J'ai sauvé une vie, » dit Mattie d'une voix ferme, bien que ses mains agrippaient les accoudoirs de sa chaise. En enfreignant de la loi, Sterling l'interrompit d'une voix aiguë. « C'est une infirmière. Elle a coupé la gorge d'un enfant. Si je n'avais pas été là pour réparer les dégâts. » Objection. L'officier de la Navy représentant Mattie se leva. Le docteur Sterling témoigne de faits qui ont déjà été réfutés par les images de vidéosurveillance de l'hôpital. Les images peuvent être manipulées, rétorqua Sterling. Cette femme est instable. Regardez-la. C'est une qui se prend pour une héroïne.
Elle utilise sa blessure de guerre pour susciter la sympathie alors qu'elle met en danger les patients. Matty sentit la pièce tourner légèrement. Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Ils lui rappelèrent l'explosion, le flash blanc, la sensation de ses os qui se brisaient, l'odeur de sa propre chair brûlée. Riker, assis dans la tribune, se leva, le visage assombri par la colère. Matty leva la main pour l'arrêter. Elle n'avait pas besoin d'un capitaine de navire pour mener ce combat. Elle prit une profonde inspiration, refoulant la douleur dans un petit coin de son esprit. Elle se leva. Elle attrapa sa canne, mais dans un élan de défi, elle l'appuya contre la table. Elle se tint debout sur ses deux pieds, vacillant légèrement, alors que les nerfs endommagés de sa jambe gauche lui envoyaient des signaux d'alarme. « Docteur Galloway ?» dit Matty d'une voix qui portait jusqu'au fond de la salle. « Le docteur Sterling me qualifie d'instable. Il me traite de... Il prétend que je prenais de la drogue. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un dossier épais. Elle le jeta sur la table devant les membres du conseil. Ce sont 10 ans de dépistage aléatoire de drogue effectué par l'administration des anciens combattants. Tout est normal, pas un seul test positif, même pas pour l'aspirine. Elle sortit d'un autre document. Il s'agit de la déclaration sous serment du secouriste présent sur les lieux, indiquant clairement que le Dr Sterling n'était pas présent lorsque les voies respiratoires ont été dégagées. Matty fit un pas vers Sterling. Il tressaillit. « Quant à être une Matty, dit-elle, sa voix se réduisant à un murmure terrifiant. Ma jambe a été brisée alors que je transportais un homme de 100 kg à travers un champ de mines. J'ai marché 3 kilomètres avec un fémur cassé parce qu'il n'y avait personne d'autre pour porter la trousse médicale. Je ne boite pas parce que je suis faible, docteur. Je boite parce que je n'ai pas abandonné. » Elle se tourna vers le conseil. « Vous pouvez me retirer ma licence. Vous pouvez me retirer mon titre, mais vous ne pouvez pas effacer le fait qu'une fillette de 7 ans prend son petit déjeuner avec ses parents ce matin parce que j'ai agi alors que cet homme était paralysé. » La salle était silencieuse. Le docteur Galloway prit les résultats des tests de dépistage de drogue. Elle les examina. Puis elle regarda Sterling. « Dr Sterling, dit Galloway en plissant les yeux, avez-vous déposé cette plainte en sachant que Mlle Jensen avait un dossier toxicologique vierge? » « Je soupçonnais, balbutia Sterling. « Et êtes-vous au courant, continua Galloway en ramassant un morceau de papier que l'avocat de la marine lui avait glissé plus tôt, que nous avons reçu un contre-rapport de l'administration de l'hôpital concernant votre propre falsification de dossier. » Le visage de Sterling devint gris. Le conseil rejette toutes les accusations portées contre Mlle Jensen. Galloway abattit son marteau. De plus, Dr Sterling, vous êtes par la présente informé que votre licence est suspendue, dans l'attente d'une enquête approfondie sur votre conduite et votre éthique. L'audience est levée. Sterling s'affaissa sur sa chaise vaincu. Il ne regarda pas Matty. Il fixait la table, réalisant que son arrogance lui avait finalement tout coûté. Matty ramassa sa canne. Elle se sentait plus légère. Le poids fantôme du Mercy General avait enfin disparu. Riker la rejoignit à la porte. Il ne dit pas un mot. Il lui offrit simplement un sourire sincère et fier, et lui tint la porte ouverte. « Prêt à rentrer chez vous, commandant ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Matty en regardant le soleil percer les nuages. « Je suis prêt à aller travailler. » 6 mois plus tard, le vent balayait les dunes de sable de la base expéditionnaire conjointe, Little Creek Fort Story. C'était une matinée maussade et grise, le genre de temps qui vous glace les os et réveille les vieilles blessures. Matty se tenait sur une plateforme d'observation surélevée, regardant en contrebas le broyeur, un parcours d'obstacles boueux et chaotiques conçu pour simuler les pires conditions de la médecine de combat. Sous ses yeux, 20 candidats au programme spécial de reconnaissance amphibie, SARKC, se débattaient. Ils étaient mouillés, transis de froid et épuisés. Ils étaient éveillés depuis 40 heures. Matty portait maintenant un treillis et une casquette de marin rabattue sur les yeux. Elle s'appuyait sur sa canne, mais personne n'osait s'en moquer. Ici, la canne était un sceptre d'autorité. « Ils avancent donc trop lentement », marmonna Matty dans son casque. À côté d'elle, le premier maître Gunny Hayes, un instructeur imposant au crâne rasé, acquiesça. « Ils traînent, maman. L'équipe bleue est en train de s'effondrer. Lance une grenade de simulation, » ordonna Matty. « Réveille-les. » Boum! Une grenade flash explosa près de la fosse de boue.
Les recrues se précipitèrent en criant des ordres. Médecin, blessé, hémorragie massive. Une victime simulée hurla. Matty observait à travers ses jumelles. Elle se concentra sur un jeune candidat, un jeune homme de 19 ans nommé Kowalski. C'était le chef de la classe, intelligent, athlétique et arrogant. Il lui rappelait douloureusement le jeune Dr. Sterling, mais avec plus de muscles et moins de diplômes. Kowalski hésitait. Il fixait la victime factice dont le sang artificiel jaillissait de l'artère fémorale. Il est paralysé. Matty dit qu'il cherche la réponse dans le livre. Elle appuya sur le bouton du micro. « Kowalski, votre patient a perdu 2 litres de sang. Pourquoi le fixez-vous d'ainsi? Comprimez la plaie. Madame, la plaie est trop haute pour un garrot. » Kowalski répondit en criant, la voix cassée par la panique. « Je dois poser une pince. »« Vous n'avez pas de pince, » hurla Matty. « Appuyez avec votre genou. Battez-vous, Kowalski. » Kowalski tâtonna. Il avait peur de se salir. Il avait peur de faire une erreur. Matty soupira. Elle tendit son café à Hayes. « Je descends, madame. Et la boue est profonde, » l'avertit Hayes. « Votre jambe. »« Ma jambe va bien, chef. C'est ma patience qui est brisée. » Matty descendit l'échelle. Elle se déplaçait avec sa démarche caractéristique. Un pas, un glissement, un pas, un glissement. Mais elle se déplaçait rapidement. Elle marcha droit dans la fosse de boue, ignorant la saleté qui éclaboussait ses bottes. Elle rejoignit Kowalski, qui paniquait toujours à cause du mannequin. « Bouge, » dit calmement Matty. « Madame, je ne trouve pas l'artère, » cria Kowalski. Matty laissa tomber sa canne. Elle tomba à genoux dans la boue. Elle repoussa Kowalski avec une force qui le surprit. Elle enfonça son poing dans l'aine du mannequin, trouvant le point de pression. Instantanément, le flux de faux sang s'arrêta. « Vous ne regardez pas avec vos yeux, Kowalski, » dit Matty, sa voix coupant le vent. « Tu regardes avec tes mains. Tu sens la ville est quittée et tu la retiens. Tu es le barrage. Tu me comprends? » Kowalski la fixa du regard. Il vit la femme plus âgée, couverte de boue. Son visage éclaboussé de la teinture rouge de la simulation. Il vit l'intensité dans ses yeux. « Oui, madame, » murmura Kowalski. « Alors viens ici, » ordonna Matty en lui saisissant la main et en la forçant à entrer dans la cavité de la blessure. « Tu sens ça? »« C'est l'os! Appuie plus fort! Si tu ne lui fais pas mal, tu ne le sauves pas. » Kowalski appuya. Il serra les dents. « Bien, » dit Matty. Elle se leva et récupéra sa canne dans la boue. « Maintenant, finis le pansement. Tu as 30 secondes. » Elle le regarda travailler. Il était plus rapide maintenant, concentré. Il avait cessé de penser au protocole et avait commencé à penser à la survie. Plus tard dans l'après-midi, la classe fut renvoyée aux douches. Matty était assise dans le bureau de l'instructeur, en train de nettoyer la boue sur son attelle. On frappa à la porte. C'était le capitaine Ricker. « J'ai entendu dire que vous aviez pris un bain dans la fosse à boue. » Ricker sourit, appuyé contre le cadre de la porte. « Vous savez, d'habitude, les officiers restent sur la passerelle. » « Ils avaient besoin d'un retour à la réalité, » dit Matty en essuyant une tache de boue sur sa joue. « Kowalski, il a de bonnes mains, mais il a peur d'échouer. On ne peut pas avoir peur d'échouer dans ce métier. »« Il te rappelle quelqu'un ?» demanda Riker d'un air entendu. « Un peu, » admit Matty, « mais il a du cœur. Sterling n'avait pas de cœur. » « En parlant de Sterling, » dit Riker, l'air sérieux, « j'ai reçu un appel de la famille Davidson. Ils créent un fonds de bourse d'études à la faculté de médecine, la bourse Matilda Jensen Trauma Nursing Scholarship, une bourse complète pour les infirmières qui souhaitent se spécialiser dans les traumatismes de combat. Matty fit une pause. Elle regarda la photo sur son bureau, celle d'elle et de Riker à Kandahar, désormais accompagnée d'une nouvelle photo de sa promotion de corpsman. « Il n'aurait pas dû la nommer en mon honneur, » dit-elle doucement. « Je ne faisais que mon travail. » « Matty, » dit Riker en entrant dans la pièce, « tu dois arrêter de dire ça. Tu ne fais pas que ton travail. T'es une légende. » Les recrues t'appellent le spectre derrière ton dos. Matty leva les yeux au ciel. « Je déteste ce surnom. Ils ne veulent pas dire « fantôme », expliqua Riker. Ils veulent dire que tu vois des choses que personne d'autre ne voit. Tu apparais là où on a besoin de toi, et la mort semble battre en retraite quand tu es là. Il désigna la fenêtre où les recrues marchaient vers le réfectoire. « Regarde-les. Ils marchent de la tête haute parce que c'est toi qui leur enseignes. Tu les répares, Matty, tout comme tu nous as réparés. » Matty se leva. Elle testa son poids sur sa jambe.
Elle lui faisait encore mal. Elle lui ferait toujours mal. La tige métallique, les vis, les cicatrices, tout cela faisait désormais partie d'elle. Mais la honte avait disparu. Son boitement n'était pas un défaut. C'était une cadence. C'était le rythme d'une vie qui avait refusé de s'arrêter d'avancer. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda les jeunes hommes et femmes marcher en formation. Elle vit Kowalski rire avec ses coéquipiers, sa confiance retrouvée. « Je ne les soigne pas, Jamie, » dit Matty, un petit sourire sincère effleurant ses lèvres. « Je m'assure simplement qu'ils rentrent chez eux. » Elle éteignit la lumière du bureau. Elle attrapa sa canne. « Allez, » dit-elle à Riker, « je paye la première tournée, mais si tu fais une blague sur ma taille, tu feras 50 pompes. » Riker éclata d'un rire profond et tonitruant. « Marché conclu, commandant. Marché conclu. » Ils sortirent ensemble dans la fraîcheur du soir en Virginie. Deux guerriers, l'un boitant, l'autre marchant, tous deux enfin en paix. L'hôpital n'était plus qu'un lointain souvenir. Les moqueries n'étaient plus que poussière dans le vent. Matty Jensen était exactement là où elle devait être, gardant la porte entre la vie et la mort. L'histoire de Matty Jensen nous rappelle que le véritable héroïsme ne réside pas dans l'uniforme que vous portez ou le titre inscrit sur votre badge. Il s'agit du courage d'agir quand tout le monde reste paralysé. Le docteur Sterling regardait Matty et voyait une femme brisée qui boitait, mais il ne voyait pas la colonne vertébrale d'acier d'une guerrière qui avait traversé l'enfer pour ramener ses frères à la maison. Le monde est plein de gens qui vous jugeront sur vos cicatrices, qui confondront votre silence avec de la faiblesse et votre gentillesse avec de la fragilité. Ne les laissez pas vous définir. Vos cicatrices sont vos médailles, vos combats sont votre force. Si vous pensez qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture et que nos vétérans méritent un respect infini pour les combats silencieux qu'ils mènent chaque jour, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette histoire pour rendre hommage aux infirmières et aux médecins qui sauvent des vies dans l'ombre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire sur les héros de la vie réelle qui prouvent que les sceptiques ont tort.